Cette table ronde, toujours dans le cycle de conférences e-commerce déjà le monde d'après. Donc elle s'intitule cette table ronde « Quelle correction de trajectoire face à la déferlante e-commerce ?» Alors ça demande un peu d'explication, même si la déferlante e-commerce, on voit à peu près ce que c'est depuis 18 mois. Il y a quand même une prise de conscience de la supply chain, que ce soit chez les pure players ou chez les sociétés plus orientées omnicanal, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des choses à modifier. C'est pour ça qu'on a appelé ça correction de trajectoire. C'est un peu le clin d'œil avec la trajectoire, parce que le thème du salon, c'est de dessiner sa trajectoire. Ben voilà, il y a une trajectoire qu'on avait déjà anticipée il y a 2 ans, et puis qui finalement va sans doute devoir être amendée. On va surtout se poser des questions sur la partie prévision, planification. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, l'augmentation des flux e-commerce dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut toujours continuer à prévoir comme on le faisait il y a encore 2 ans? Et puis, on parlera peut-être aussi d'autres changements sur l'organisation, sur les schémas logistiques, alors qui sont peut-être plus connus, mais pas forcément toujours. Il y a aussi d'autres aménagements et sur la partie exécution, bien sûr. Donc pour cette table ronde, on a 4 intervenants. Je commence alors. Là, je commence peut-être par Tanguy Caillé, qui est vice-président senior Global Industry Solutions chez O9 Solutions. Donc c'est un éditeur de solutions de prévision et de planification américain. Exactement. On a Pierre-Jean Colta, qui est directeur des opérations d'Ipon. Donc c'est une grosse PME ou une PME sur spécialisée dans les accessoires, les huiles, les lubrifiants pour les motos et les scooters, c'est ça, enfin les accessoires. Historiquement, tout ce qui était huile moteur et maintenant tout ce qui tourne autour de la moto. Et donc vraiment lié au monde de la moto, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qu'on disait, basé à Cabriès dans le sud de la France. Un peu plus fort parce qu'on ne vous entendra pas sinon. Pardon, petite PME du sud, voilà, basée sur tout ce qui tourne autour de la moto, effectivement. Voilà, et puis vous avez une double casquette, puisque vous avez cette casquette-là en ce moment, mais vous avez aussi une expérience chez un pure player il n'y a pas si longtemps, et donc chez allopneu.com, et une expérience aussi justement sur la partie prévision planification, qui nous sera utile aussi pour voir justement les changements en cours dans ce domaine-là. Alors, on devait avoir Guillaume Mullier, qui est responsable développement et innovation chez Adameo. Malheureusement, Guillaume est souffrant, mais il a fait son test PCR et il est négatif, mais il est souffrant. Et donc, c'est Bruno Coste, le président et fondateur d'Adameo, qui est là pour le remplacer, donc, au pied levé. Merci Jean-Luc, en effet. Donc, Adameo est un cabinet conseil spécialisé dans le monde de la supply, et nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. Et puis on a Jean-Christophe Didier, donc, qui est directeur régional des ventes chez E2Open. Donc E2Open aussi, un acteur, éditeur de logiciels. C'est ça, alors acteur à la fois dans le domaine de la prévision planification, mais aussi dans la partie vraiment exécution. Et puis supply network. Le périmètre d'E2Open, c'est vraiment la supply de bout en bout, toute la partie amont, prévision, planification, et toute la chaîne aval d'exécution. Et la partie connexion entre les parties. Alors, pour placer un peu le débat et les discussions, je vais me tourner vers Pierre-Jean, parce que vous avez une expérience d'utilisateur en matière de planification et d'e-commerce, comme je l'ai dit, mais aussi là, chez Ipon, vous avez lancé très récemment, enfin en tout cas cette année, l'activité e-commerce. Vous aviez déjà une activité sur des marketplaces, sur d'autres distributeurs e-commerce, mais pas votre activité en propre.
Pour vous, est-ce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle approche ou une nouvelle logique à adopter face à des changements sur les flux e-commerce? Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir lancé ce site, c'est vraiment en lien avec ce qui est en train de se passer un petit peu sur l'e-commerce, c'est-à-dire vraiment une montée en flèche des flux? Alors, vous l'avez dit, j'ai une précédente expérience qui va être un peu plus pertinente pour commencer cette présentation. Avant, j'intervenais chez Allopneu, quelques éléments, quelques chiffres. Contrairement à ManoMano, pour lequel on a eu une présentation il n'y a pas longtemps, Allopneu, c'est un pure player web qui a toujours été stockiste. Quelques chiffres, Allopneu, il y a 3 ans, lorsqu'on a commencé un gros projet, une grosse refonte sur la partie prévision, c'était un entrepôt de stockage de 80 000 m² et 25 000 références proposées à la vente uniquement sur le web. Avec des problématiques toutes simples, comment s'assurer en permanence d'avoir des produits qui soient pertinents et une offre produit pertinente pour le client. Pour donner un petit élément de contexte, il n'y a rien de plus ressemblant à un pneu de Porsche qu'un pneu de 207. Ils sont ronds, ils sentent mauvais et ils prennent à peu près le même espace de stockage. Donc quand vous stockez 20 000 références ou un peu plus de 20 000 références, la problématique de s'assurer d'avoir un stock pertinent est toujours très importante. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est allé essayer de chercher un acteur, un éditeur qui puisse nous accompagner avec un produit pertinent, avec 3 briques. Donc on a choisi l'éditeur Tools Group qui nous a accompagnés et qui nous a proposé une brique de forecasting, une brique de dimensionnement de stock et une brique de replenishment qui nous permettent d'être cohérents tout au long du cycle d'approvisionnement. L'objectif est très simple. Le e-commerce, c'est un milieu qui est très variable. On va avoir une vente qui peut s'effectuer en 20 secondes. Il neige dans une ville, vous avez une vente de pneus neige qui va être déclenchée. Mais le cycle d'appro, lui, est beaucoup plus long. On va être sur des cycles qui vont être de 3 à 6 mois. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en compte ce forecast pour pouvoir dimensionner nos stocks de sécurité. Et l'objectif, c'était d'avoir un éditeur qui nous accompagne avec un modèle de prévision qui soit du forecast basé sur prévision, probabilistique, pour permettre de prendre justement ce niveau d'incertitude dans le dimensionnement de nos stocks de sécurité et avoir un stock de sécurité beaucoup plus pertinent. A l'inverse, aujourd'hui, chez Ipon, c'est une beaucoup plus petite structure. On va avoir 300 références uniquement. Effectivement, on était présent via la distribution classique. On a eu Motoblues juste avant. Motoblues qui est également un de nos distributeurs et qui nous permettait d'avoir une présence sur Internet. En pleine crise Covid, on s'est rendu compte que la distribution étant perturbée, la distribution classique, physique, il était nécessaire de regagner une légitimité sur le e-commerce. On a ouvert notre site ipon.fr avec une plateforme Shopify. Et c'est plutôt un petit laboratoire. Ça va nous permettre d'expérimenter, d'aller tester, d'aller voir un peu ce qu'on peut faire. Ce qui est important et ce qui est sûr, c'est que dans les 2 cas, en fait, on se rend compte que le e-commerce est très fortement une opportunité d'aller valider ou tester les cycles vie des différents produits. Un produit n'existe que s'il est visible ou pas sur le e-commerce. Et dans tous les cas, le e-commerce permet d'aller tester ces cycles de vie. C'est-à-dire permet un avance de phase par rapport à d'autres canaux. Ça vous donne des informations aussi sur le cycle de vie des produits, c'est ça que vous voulez dire? Ça peut être ça, entre autres, effectivement. On se rend compte aujourd'hui que c'est très important d'avoir un APS, dans le cadre d'Allopneu par exemple, qui soit vraiment connecté avec la logique supply chain et avec l'OMS. S'assurer qu'on prenne une décision. En industrie, on parle souvent du make or buy. En e-commerce, on va parler du stock or drop. Est-ce que je vais stocker un produit? Est-ce que ce produit est pertinent à stocker pour le livrer à mon client? Ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à le dropshipper en direct? C'est une logique qui est au cœur de toutes nos préoccupations. Dans le cas d'Allopneu, c'est comment m'assurer que mon stock est pertinent. Comment m'assurer que je remplis les 80 000 m² disponibles avec un stock pertinent pour le consommateur final. Et l'APS est vraiment là pour nous aider dans cette démarche, pour nous aider à nous assurer en permanence que le stock type que j'ai est pertinent par rapport à une réalité client qui est différente. Donc en fait, on partage un peu, maintenant on rentre dans une logique où on va partager le risque avec les fournisseurs. Quand on fait un lancement de nouveaux produits, on n'est pas forcément sûr que le lancement de nouveaux produits va fonctionner. On va mettre en place, ça c'est typique à l'e-commerce, des logiques sur l'UX, des logiques de cross-selling, des logiques de upselling. Pour tous ceux qui sont familiers avec l'UX ou avec les sites web, ça vous parle. Pour les autres, je vous invite à aller sur Amazon, c'est les experts pour ça. Ce qui est sûr, c'est que ces logiques-là doivent avoir un pendant sur la partie logistique et sur la partie supply chain. On doit être capable en permanence de s'assurer que notre modèle d'appro est pertinent avec ce qui est fait sur le site e-commerce
avec ces logiques de mise en avant des produits, de test. Ça peut être soit pour épurer l'ancienne génération, soit pour lancer la nouvelle génération de produits et s'assurer en tout cas qu'on le fasse avec une logique pertinente par rapport au niveau de stock actuel. Et la logique d'appro, là, elle va être de plus en plus affinée aussi en fonction justement d'un certain nombre de données, évidemment des prévisions, mais aussi des éléments de coût. C'est un peu la logique cost to serve. Elle est basée essentiellement sur des prévisions aujourd'hui. Alors, l'objectif numéro 1 d'un APS, c'est de faire un forecast qui soit bon. C'était le cas avec Tools Group. On en parle peu, mais finalement, c'est la priorité numéro 1. Tools Group nous a permis de rentrer dans une logique, effectivement, de taux de service également. S'assurer qu'on puisse avoir un stock qui maximise notre taux de service client. C'est possible puisqu'on a un forecast qui est non seulement un forecast, on sait combien de pneus on va vendre, mais on connaît également le niveau d'incertitude lié à chaque produit. Et ça nous permet de maximiser l'espace de stockage disponible en fonction du taux de service client qu'on va chercher. Il y a certains produits où on va du coup pouvoir réduire notre niveau de stock puisqu'on sait que le forecast est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Ok, alors on rentre dans le vif du sujet sur la partie forecast, sur la fiabilité des prévisions. J'imagine que le Covid a rendu les choses un peu compliquées parce que évidemment on peut plus se baser sur des historiques, ou en tout cas plus seulement se baser sur des historiques. Alors je me tourne vers Tanguy. Comment on fait aujourd'hui? Est-ce que la méthode classique des prévisions, enfin classiques en tout cas, que beaucoup d'entreprises continuaient à utiliser, va être encore valable dans les années qui viennent, et en tout cas même valable aujourd'hui, quoi. Comment on fait aujourd'hui pour avoir des prévisions fiables pour faire ce que Pierre-Jean décrivait? Très bonne question. En tout cas, je pense que ça amène le sujet de savoir comment on va mieux utiliser les données. Et la question, c'est quelles sont les données qu'on va utiliser. Je pense que tout le monde est au courant que la prévision a été faite pendant très longtemps sur la base de données historiques. Et donc, les données historiques de 2019 et 2020, je pense que personne n'a envie de les réutiliser pour pouvoir planifier ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que 2018 ou 2017 est aussi pertinent? Peut-être pas. Donc, je pense qu'on est aussi... Aujourd'hui, ce que la crise actuelle nous a amené à comprendre, c'est que juste baser des prévisions sur les données historiques n'est plus suffisant ou n'est plus une condition nécessaire, en tout cas, pour avoir de bonnes prévisions. Donc la grande discussion aujourd'hui, c'est comment est-ce que je mets en place des drivers externes de la demande, c'est-à-dire du besoin consommateur, ça peut être de la météosensibilité, ça peut être du sentiment social, ça peut être naturellement ce qui se passe sur une plateforme Internet de sites marchands sur lequel je vais pouvoir regarder les comportements de mes consommateurs et voir quelles vont être justement les informations que je peux pouvoir en tirer. Et de là, utiliser des algorithmes qui sont finalement beaucoup plus évolués que ce qu'on a dans le passé. Donc on n'est plus sur le cas classique d'un Holtz-Winter model que tout le monde connaît très bien, mais on est maintenant sur du machine learning, on est aussi sur de l'intelligence artificielle qui sont capables de pouvoir digérer la masse de données qu'il y a aujourd'hui disponible. Et pour vous, on ne reviendra pas en arrière? Parce que là, finalement, on pourrait se dire, bon, si tant est qu'on sorte un jour de cette pandémie, mais on peut se dire il va y avoir un retour à la normale, on pourrait reprendre. Pour vous, Non, je pense que c'est fini, et le point, c'est que ce n'est pas juste que pour l'e-commerce. On a des clients dans le monde de la grande distribution et des biens de conso où forcément aujourd'hui, l'utilisation des données est aujourd'hui de facto le cas. Mes données promotionnelles, mes données marketing, donc ça c'est les données internes de l'entreprise, mais aujourd'hui naturellement les données externes sont absolument nécessaires, ne serait-ce que sur une planification plus long terme des données économétriques et démographiques, sur des données plus court terme naturellement, des données beaucoup plus granulaires sur ce qui va se passer dans ma zone de chalandise et dans le marché. Donc aujourd'hui il n'y a plus de retour en arrière, et je pense aussi que les bénéfices sont déjà là, les gens peuvent voir les améliorations qui ont été apportées, et aussi la meilleure compréhension des impacts de ces drivers sur la demande. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur une discussion d'un demand planner, d'un planificateur de la demande qui va travailler sur la prévision de ces indicateurs ou de ces drivers plutôt que sur la prévision même du volume. Et je pense que là, on a déjà dépassé la logique de quelqu'un qui va prendre les informations dans son cerveau, arriver à créer un modèle et sur la base de son expérience, donner une prévision, on va dire, humaine, comme on dit,
dans un système. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur des algos qui vont donner des indications et on va pouvoir travailler les algos dans des scénarios et finalement arriver sur une prévision beaucoup plus fiable. C'est l'ère des data scientists, plus là que vous décrivez, plus que des experts métiers, même si les experts métiers, ils seront toujours utiles, mais pas tellement pour modéliser les Non, c'est très prévisions. important parce qu'on peut avoir la discussion, oui, mais ça y est, les demand planners vont disparaître. Non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser leur connaissance du domaine et leur expertise pour renseigner des data scientists sur comment le modèle doit se comporter. Et donc, quelles sont les informations que moi, je prends en compte en tant qu'expert pour pouvoir les traduire dans une prévision fiable. Donc on est autour de ça maintenant, mais aussi il y a un travail beaucoup plus important maintenant au niveau des équipes vente, de pouvoir correctement historiser le passé et de pouvoir naturellement correctement planifier le futur. Mais les drivers, plus la demande en elle-même. Ok. Jean-Christophe, vous êtes sur la même longueur d'onde sur cette approche-là, cette analyse? Oui, je crois. On a Le plus, point de vue de Tanguy sur le sujet, je pense que c'est très clair. La manière dont on intègre les signaux de la demande pour réagir et faire des prévisions qui soient sensibles et qui soient vraiment pertinentes, aujourd'hui, c'est un facteur absolument déterminant. On a publié une étude il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, sur la manière dont les algorithmes avaient réagi à l'épreuve du Covid. C'était vraiment l'exemple, le cas d'école qu'on ne peut pas imaginer a priori, mais qu'on a tous vécu. Et ces algorithmes ont démontré qu'ils avaient une efficacité absolument extraordinaire sur des schémas extrêmement... Donc cette étude est publique, on donnera les moyens de la télécharger si nécessaire. de quels algorithmes là on parle? Les algorithmes prédictifs qui font ce travail, qui utilisent des données de ce qu'on appelle le demand sensing, donc qui récupèrent le comportement de l'activité opérationnelle, des clients, des utilisateurs, qui sont digérés pour faire ces prévisions en quasi temps réel et réagir aux événements, ont montré qu'on pouvait diviser par 2 les erreurs, ce qu'on appelle les erreurs extrêmes, qui sont les scénarios catastrophes pour une entreprise. J'ai archi trop approvisionné ou j'ai très largement sous-approvisionné et je suis en rupture. Donc ces schémas-là ont été fortement atténués grâce à la pertinence de ces algorithmes. Et inversement, lorsqu'il s'agit d'optimiser les inventaires, d'avoir des gains de performance qui vont entre 20 et 40% par rapport aux méthodes, on va dire, traditionnelles. Donc des bénéfices clients à travers la mise en place de ce système qui génèrent des ROI extrêmement importants. Et ça a été testé l'année dernière. On a mesuré la réalité des résultats sur plusieurs dizaines d'entreprises dans le secteur du CPG sur un volant d'affaires de 200 milliards de dollars. Donc c'est des choses qui ont été testées à très grande échelle dans la vraie vie. Ça veut dire aussi que sur les prévisions, on va intégrer de plus en plus, vous parliez du demand sensing, mais de plus en plus du temps réel sur l'ensemble de la chaîne pour ce qui est affiner les prévisions. Le e-commerce amène cette dimension temps. Et aujourd'hui, on est dans des cycles qui sont de plus en plus courts. La prévision traditionnelle se basait sur des plans à plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Le e-commerce nous ramène à l'échelle de la semaine, parfois de la journée. Donc il faut être capable d'intégrer cette dimension. Donc il faut être capable de collecter la donnée. Donc les réseaux qui permettent de récupérer les informations depuis les éléments de distribution, que ce soit les sites marchands ou les partenaires distributeurs en mode B2B, peu importe le canal. Il faut être capable de les récupérer, de les intégrer, de les comprendre, de les digérer et de les injecter dans le modèle. Et c'est ça, en fait, toute cette chaîne, et c'est en tout cas la vision que nous on promeut et que nos clients viennent rechercher, c'est vraiment d'avoir la capacité d'intégrer l'ensemble de ce flux et de coupler ça avec l'exécution. Parce que dès qu'il y a une disruption dans la chaîne d'exécution, vous générez vous-même votre propre perturbation. En tout cas, vous intégrez ces paramètres. Donc, le cycle complet et l'intégration complète de la chaîne dans l'e-commerce avec ces délais extrêmement courts crée cette nécessité d'avoir ces couplages extrêmement étroits entre l'ensemble des maillons de la chaîne. Bruno, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que chez vos clients, justement, là, cette ère, alors post-Covid, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on est dedans, et cette montée en flèche de l'e-commerce va donner quoi en termes de changement d'approche? Pardon, parce que j'ai
Chat dans la gorge. Moi aussi, ça y est, il est évacué. Disons qu'on a une grande partie de nos projets aujourd'hui qui mêlent ce type de problématique amont avec la problématique de distribution. Parce qu'en fait, de par le fait que les volumes sont en constante croissance, en fait, les organisations logistiques aujourd'hui ne sont pas prêtes à accueillir cette croissance très forte très rapide. des volumes. Absolument. Donc, en fait, il faut se poser, il faut réfléchir à la construction ou à la reconstruction enfin, de sa supply, en intégrant justement ce type de mécanique. Donc, Anapro pour pouvoir être au plus juste sur la partie amont. Et surtout, il faut réfléchir maintenant à la partie aval et donc à toute la partie distribution. Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on parlait du dernier kilomètre. Aujourd'hui, on part du dernier mètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute cette marchandise, il va falloir la distribuer dans les villes. Et avec les congestions qu'on connaît dans certaines grandes villes, que je ne nommerai pas, y compris dans le sud d'ailleurs, il va falloir disrupter un peu ce modèle. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les villes s'organisent pour faire en sorte de pouvoir absorber cette volumétrie. Il va falloir que nous, propres consommateurs, on intègre aussi une nouvelle dimension, quand même, mine de rien, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est toutes les problématiques de logistique verte. Voilà, donc avec le dernier mètre notamment qui se fait aujourd'hui de plus en plus en mode mobilité douce. Mais la problématique, elle est là au final, c'est-à-dire qu'elle est bien en amont. Donc là, on a vu qu'on a des sujets qui permettent de traiter ce type de problématique, mais maintenant, il va falloir la traiter aussi en aval. Et donc, il y a on a pas mal de clients qui se posent des questions par rapport à ça, justement. Pas mal de retailers qui se disent, mais comment est-ce que je vais être capable d'absorber mon volume? Est-ce qu'il va falloir que je change l'organisation de mes magasins? Je prépare déjà un certain nombre d'activités e-commerce directement dans les rayons. Est-ce que je vais continuer? Comment est-ce que je vais continuer? Comment je vais être capable de pouvoir absorber cette croissance folle en fait, des volumétries e-commerce? Et au-delà de ça, c'est comment je vais être capable d'avoir du stock de proximité. Comment est-ce que je peux faire en sorte, étant donné que demain, quand je fais ma commande, je vais récupérer mon produit sous 1 heure, sous 2 heures, etc., en prenant en compte également toutes ces problématiques RSE, en prenant en compte toutes ces congestions des villes, comment peut-on s'organiser? Donc ça va créer, je pense, au sein des villes, et d'ailleurs ça a commencé dans pas mal d'entre elles, des restructurations. Et la création, on a entendu parler de dark store, on a entendu parler de hub urbain, on a entendu parler de pas mal de sujets par rapport à ça. Et en fait, c'est la question que doivent se poser nos clients aujourd'hui, c'est au-delà de la partie amont, c'est aussi focuser beaucoup sur la partie aval et comment je vais être capable de distribuer mes produits en fait en aval. Et donc toutes ces problématiques de logistique urbaine, de dernier mètre, de mécanisation, parce que la France est l'un des pays européens où on est un peu en retard, on est en avance pour beaucoup de sujets, mais on peut être aussi en retard sur d'autres, et notamment sur les problématiques de mécanisation. Et aujourd'hui, on a pas mal de sites logistiques qui pourraient être mécanisés, qui pourraient permettre de fluidifier un certain nombre de choses, qui pourraient permettre d'éviter de devoir les agrandir, et avec des solutions de mécanisation, et on en est au balbutiement aujourd'hui. Donc voilà, donc tous ces chantiers en fait sont à intégrer dans cette démarche en fait pour pouvoir absorber cette croissance très forte des volumes. Si on en est dans les outils digitaux aussi qui commencent à devenir un peu indispensables, on voit que les OMS qui étaient avant sans doute réservés à des très grands comptes commencent à se démocratiser. On voit des outils, alors je ne sais pas si on les appelle déjà les DMS, là, les Delivery Management System, mais pour organiser les livraisons e-commerce, etc. Enfin, au niveau système d'information aussi, il y a plein de choses qui commencent plein de pièces du puzzle qui commencent à se mettre en place. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on va être obligé de travailler justement sur une typologie très fine en fonction de chaque produit, de dire tel flux on va le traiter de cette manière, tel flux d'une autre, en fonction des coûts évidemment que ça représente. C'est un peu, je me tourne vers Tanguy, un peu le côté justement approche cost to serve qui n'est pas forcément nouveau, mais est-ce qu'on n'est pas en train de le généraliser, puisque avec l'e-commerce aussi, il va falloir savoir exactement combien ça va coûter en fonction de la promesse client qu'on va faire, etc. Non, c'est un excellent point et je pense que tu le mets bien en exergue, c'est la discussion de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir modéliser correctement la chaîne de valeur. Alors il y a l'aval, il y a l'amont, mais tout est lié. Et donc la capacité à modéliser
de façon digitale, le digital twin, on va dire, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est cette capacité déjà à cette modélisation. Deuxièmement, à pouvoir rentrer les informations dedans pour pouvoir modéliser et après prendre des décisions, planifier, faire des scénarios. Donc tout ce que vient de décrire Bruno, ça revient en fait à cette discussion qu'aujourd'hui, beaucoup de ces décisions-là sont complètement prises par de l'Excel, ça prend beaucoup de temps. Finalement, il y a un manque d'agilité pour faire avancer des décisions qui sont finalement primordiales pour la survie des entreprises. Et on va arriver au cost to serve, sur la profitabilité. Les goulots d'étranglement sont bien présents. Et donc, il y a une vraie discussion de comment je vais pouvoir segmenter ma supply chain. Donc, la première chose, c'est que je vais pouvoir segmenter. On a parlé de différents comportements. Est-ce que ça va être de la distribution dans les villes? Est-ce que ça va être du click and store, du click and collect? Est-ce que ça va être ou alors tout simplement quelqu'un qui va venir dans un magasin? Donc, les canaux de distribution sont différents. Un produit peut être dans différents canaux à la fois, mais différents canaux n'ont pas les mêmes coûts. Donc, ça veut dire que derrière, on n'a pas les mêmes marges. Donc, aujourd'hui, l'e-commerce, forcément, pousse, on va dire, les problèmes de marge parce que c'est très cher au début quand on n'a pas les économies d'échelle qui vont avec des grands volumes comme un Amazon peut avoir. Et donc là, on a des vrais problèmes. Donc, d'un point de vue, on va dire, système d'information, 1, je dois pouvoir modéliser l'ensemble de ma chaîne de valeur. 2, je dois pouvoir faire des scénarios. 3, je dois être capable de segmenter. 4, je dois être capable de calculer un vrai cost to serve au produit, au canal de distribution, donc au client, de telle sorte à ce que je puisse prendre des décisions, on va dire, moyen terme, long terme, sur ma structuration de ma supply chain et derrière, comment je vais pouvoir en améliorer la profitabilité. C'est tout un programme, là. Il n'est pas petit. Il n'est pas petit, non. Et de fait, tout un tas de projets. Donc, c'est bon pour tout le monde. Non, mais là, il y a une autre chose que je voudrais aborder avec Jean-Christophe. On parle dans le monde d'après, on parle aussi. Il y a beaucoup d'éditeurs, et je pense que E2Open en fait partie. J'en suis sûr même, d'un rapprochement entre les opérations de planification et l'exécution, justement. On l'a un peu abordé avec le temps réel, mais finalement, de plus du tout fonctionner comme avant sur ce process-là et de relier les deux avec les histoires de tours de contrôle, etc. Comment on explique ça? En fait, c'est des choses qui sont en gestation et tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est vraiment une tendance de fond qui est en train de se généraliser. On a eu l'opportunité de mettre ça en œuvre chez un client que probablement tout le monde connaît, qui est Dell, à une échelle assez massive, qui est bâti, son modèle est bâti sur, au départ, la fabrication à la demande, qui a fait évoluer son modèle en intégrant toute une série de paramètres liés à ces canaux qui sont aujourd'hui extrêmement diversifiés, parce qu'ils continuent à faire du direct, ils ont des grosses ventes indirectes, et donc toute la modélisation, toute la réflexion et l'intégration en temps réel, et ils ont aussi vécu la crise, là, eux, de manière extrêmement positive, parce que du coup, les ventes de matériel ont explosé, et la capacité pour eux, combinée avec la crise des semi-conducteurs, donc ils étaient pris dans une espèce de ciseau infernal, la capacité de réagir et de pouvoir servir de la manière optimale. Et l'optimal, on peut le mettre à différents niveaux. En tout cas, eux, clairement, c'est la performance financière. Donc, comment est-ce que j'articule, je dirige mes stocks, mes livraisons pour tenir compte de mes objectifs financiers et produire le meilleur résultat possible, a été vraiment au cœur de cette réflexion. Donc, et ça, c'est ce qui est en place chez eux, qui tourne et qui est vraiment l'archétype de ce qu'on voit maintenant émerger un peu partout. Et ça se poursuit sur la partie exécution, donc la capacité d'intégrer la chaîne de transport, la chaîne de livraison jusqu'au dernier kilomètre. On n'est pas encore au mètre, mais bon, on sait que ça va arriver. Au dernier kilomètre, la livraison finale. Effectivement, tous les aléas de la chaîne d'exécution, lorsque j'ai du transport international, lorsque j'ai des congestions en ville, toutes ces remontées d'informations en termes de traçabilité vont impacter également mes prévisions à court terme, parce que si je n'ai pas pu livrer là, il va falloir que je trouve une solution de contournement ou que j'arbitre en disant je ne livrerai pas là et j'irai livrer ailleurs. Donc ces éléments-là remontent en temps réel dans le système pour alimenter et ajuster les prévisions ultérieures. Ça, c'est un chantier dans les quelques années à venir chez les... Ouais, c'est plutôt une logique de démocratisation, ce qu'on a fait pour Dell, qu'on est en train de faire pour Philip Morris, qui eux, ils ont cette logique
je faisais une distribution classique tabac. C'est un secteur qui est un peu condamné, en tout cas qui est en perte de vitesse. Et ils essaient de se relancer sur les cigarettes électroniques. Ils ont réinventé leur business. Ils brûlent plus du tabac, ils chauffent du tabac. Ils mettent à disposition des équipements physiques, des cigarettes électroniques. Et ils sont partis à la conquête du consommateur direct. Donc ils ont créé un nouveau canal de distribution, une nouvelle activité qui se combine avec leur business historique. Et ça, on est vraiment dans cette logique de je cherche à réinventer mon business à travers un nouveau canal, l'e-commerce, pour m'adresser directement aux consommateurs et bénéficier de ce retour d'information direct qui est absolument fondamental pour les marques aujourd'hui. Voilà, on a parlé de grandes tendances, de grands mouvements de fond. On a parlé de Dell, Philip Morris, mais si on revient à une PME comme Ippon, tout ce qu'on a dit là, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui? Parce que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément ce type de besoin aujourd'hui, mais il y a à la fois, vous avez à la fois des enjeux sur l'e-commerce qui sont réels. Comment vous voyez l'avenir et l'évolution des process? Alors on a beaucoup parlé de demand sensing. Le demand sensing, c'était des problématiques qui étaient connues chez Allopneu, où effectivement il y avait des logiques d'aller chercher le signal faible. Comment est-ce que Tools Group nous a aidé à interpréter ces résultats et comment a pris en compte ces résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui chez Ippon, on est un beaucoup plus petit acteur. Aujourd'hui, on va plutôt avoir une démarche un peu inversée. Le e-commerce est une opportunité aussi de capter des signaux courts pour mieux préparer notre réseau de distribution classique. Si on voit un produit qui commence à boomer sur le e-commerce, on se dit qu'il y a peut-être une opportunité et une mauvaise mise en avant de ce produit sur la distribution classique. Et à l'inverse, on commence à capter des signaux de saisonnalité sur le e-commerce qui nous permettent de préparer le réseau de distribution classique. Si on voit que le site commence à vraiment ralentir, peut-être que la saisonnalité du produit n'est plus la bonne. Donc on est plutôt sur un schéma inverse aujourd'hui dans notre cas. On reste quand même un industriel qui continue à vendre 80% de son chiffre d'affaires sur du réseau physique et du réseau classique. Et donc le e-commerce est également un levier et un moyen de récupérer de l'information, bien sûr du consommateur final, mais aussi de la tendance marché. Okay. On avait juste, pour revenir sur Allopneu, le bilan sur la mise en place, vous n'aviez pas d'APS avant. Le bilan, c'est quoi concrètement? Alors, le bilan très concret, il a été assez rapide à identifier. Tools Group est intervenu à un moment où on avait 88 m² de stockage et où on s'est rapidement rendu compte qu'on pouvait faire au moins aussi bien avec moins. Et Tools Group nous a permis de réduire de 20% la capacité de stockage. En gros, l'idée, c'est à partir du moment où on maîtrise mieux son forecast, à partir du moment où on commence à avoir un modèle automatique et qu'on quitte nos modèles Excel qui sont complètement désuets, on commence à avoir un calcul vraiment beaucoup plus fin et une appréciation plus fine du comportement du consommateur qui nous a permis, nous, dans notre cas, d'avoir un stock beaucoup plus pertinent et donc de se rendre compte que la majeure partie de notre stock n'était pas forcément nécessaire. Donc ça, c'est le KPI le plus clair sur ce projet, c'est une amélioration du taux de service consommateur, du taux de service, puisque c'est ce que nous permet de calculer l'outil, et une réduction de la surface de stockage de 20%, soit 3 cellules de 6000 m² qui ont été allouées à d'autres projets, et ce qui a été très bénéfique pour l'entreprise. Ok. Parce que c'est un peu le principe aussi de ces tables rondes, c'est de pouvoir aussi échanger avec nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions sur la manière justement de gérer les prévisions ou de gérer la partie e-commerce dans le monde d'après? Donc le monde d'après, c'est demain, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Non, pas trop. Donc moi, je voulais faire un tour de table pour finir. Justement, on revient un peu sur le thème des corrections de trajectoire. Si on doit retenir une correction de trajectoire par rapport à la méthode qu'on avait pour gérer la supply chain il y a encore 2 ans, et avec justement face à l'e-commerce, qu'est-ce que ce serait? Tanguy, vous qui avez aussi, vous avez une expérience aussi de consultant pendant des années. Là, vous êtes côté éditeur. Vous avez un regard forcément aiguisé sur ces évolutions-là. Si vous deviez choisir un argument
Je pense à mettre en avant. que le plus gros argument qui me vient en tête, c'est que finalement, le monde a vécu ce que c'est que le bullwhip effect au niveau mondial. Ça, c'est assez rigolo, parce que nous, dans la supply chain, ça fait 20 ans qu'on parle de l'effet coup de fouet, comme on dit en français. On essaye de le démontrer à longueur de temps chez nos clients en leur disant « faites bien attention, parce que si vous êtes déconnecté et en silo, voilà ce qui va arriver dans votre supply chain. Vous allez surcommander ou sous-commander, et donc vous allez vous mettre, on va dire, en danger de ne pas fournir vos clients. » Et aujourd'hui, finalement, le monde entier s'aperçoit que oui, ça peut arriver qu'on n'a rien dans les rayons, mais en même temps, on a plein de stocks dehors, dans les containers, en mer ou ailleurs. Et donc, je pense que c'est la preuve aujourd'hui tangible que l'intégration de la supply chain et tout ce que les professionnels de la supply chain ont poussé pendant tant d'années doit se réaliser dans bien plus d'entreprises, ou tout du moins interconnecter tout le monde sur une vraie planification intégrée de la chaîne de valeur. Et donc ça, je pense que c'est la leçon, j'ai envie de dire. Et la deuxième leçon, c'est par rapport à l'intervention au début, c'est qu'on ne peut plus se satisfaire de ce qui s'est passé dans le passé pour regarder l'avenir. Et donc aujourd'hui, on est sur des modèles prédictifs, on se tourne vers l'avenir plutôt que de se tourner sur le passé. Et on a une technologie à disposition, non pas pour remplacer nos planificateurs, mais pour pouvoir les augmenter, j'ai envie de dire, avec des meilleurs outils et leur permettre finalement d'utiliser leur temps de cerveau pour des choses beaucoup plus importantes pour l'entreprise, pour prendre de meilleures décisions. Ok. Pierre-Jean, Moi, si vous aviez une baguette magique pour... Une remarque sur le retail, peut-être plus. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous expérimenté en tant que consommateur. Sur le e-commerce, on a une offre pléthorique, très très large, beaucoup trop large sur certains aspects. Tout n'est pas forcément bon à vendre ou à stocker. Et aujourd'hui, tout site e-commerce qui se respecte a une logique de mise en avant qui est vraiment maîtrisée, avec un site e-commerce choisit la marchandise qu'ils vont vous vendre et la marchandise qu'ils vont mettre en avant. C'est totalement pertinent, ça permet de focaliser l'utilisateur vers une marchandise qui est pertinente par rapport à sa recherche. Et pour faire ça, il y a énormément d'outils UX qui sont développés, qui permettent d'affiner le paramétrage des choix. Ce qui est important, c'est de s'assurer que la supply suive bien et que les briques, que ce soit l'OMS, on en a parlé, mais également l'APS, soient bien connectées. Il y a énormément de chantiers à faire à ce niveau-là. S'assurer qu'un APS bien paramétré vous permette d'avoir des stocks pertinents par rapport à ce que le consommateur cherche, pour s'assurer de regagner en pertinence par rapport à la recherche de l'utilisateur. Connecter l'OMS et l'APS, ça j'avais pas encore... C'est C'est obligatoire. Hein. D'accord. Et c'est déjà le cas. J'apprends plein de choses, moi. Bruno? Moi, je pense que je résumerai en 3 mots. Peut-être c'est le mot agilité, c'est le mot collaboratif et c'est le mot digitalisation. En fait, je pense que ça rejoint ce que tu disais, hein, c'est que on peut plus travailler maintenant chacun dans son silo. On est obligé de communiquer, donc on est obligé de travailler tous ensemble. On est obligé de s'interfacer avec le reste de l'entreprise. Et on voit bien que des problématiques de surstock ou de pénurie peuvent aussi provenir du commerce ou du market, alors qu'en fait, on ne mettait pas le doigt dessus jusqu'alors. Et toutes ces problématiques-là viennent du fait qu'au final, on pensait que notre supply était parfaite, ça marchait nickel. Et en fait, on s'est rendu compte là que... après, on a quand même pris une bonne vague, mais j'espère qu'on ne va pas la prendre tous les jours non plus. Néanmoins, on s'est rendu compte que nos supplies manquaient d'agilité parce qu'on était enferrés dans nos certitudes. Et à un moment donné, il faut savoir aussi se réadapter, se réajuster et surtout ne pas le faire tout seul. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Et avec l'essor aujourd'hui du développement constant des technos, beaucoup d'entreprises n'ont pas investi suffisamment, je dirais, sur ces technos, sur ces 10 dernières années, 15 dernières années. Et aujourd'hui, quand on arrive avec des factures qui dépassent les millions d'euros, pour certains, la pilule est dure à avaler. Mais en même temps, c'est le fruit de non-investissements qui ont été réalisés, pendant ces dernières années. Donc, c'est pour ça que ce 3e élément, je le mettrai en mode digitalisation, c'est-à-dire que de plus en plus, en fait, les entreprises ont besoin de se digitaliser. On a parlé du jumeau numérique. Alors, c'est un joli mot pour dire que on est capable aujourd'hui, les outils actuels aujourd'hui permettent de modéliser en totalité sa supply et de jouer, je dirais, avec des potentiomètres pour voir comment ma supply peut réagir par rapport à ça. Et allons-y. Enfin, je veux dire, je pense que c'est le job des directeurs supply, mais pas seulement eux, en fait. C'est le job des directions générales et donc du COMEX, de pouvoir s'approprier
ce type de sujet pour se remettre en question. Mais je dirais, alors moi j'avais un ancien boss qui me disait tous les matins il faut remettre les mains dans la pâte et rebattre le pétrin. Mais alors je ne dis pas de péter les supplies donc tous les jours et de les réadapter tous les jours. Néanmoins il faut être suffisamment alerte, suffisamment agile, suffisamment à l'écoute de toutes les nouvelles technos qui sortent pour pouvoir s'y investir, les intégrer et les imaginer pour construire la supply de demain. Voilà. Ok. Jean-Christophe, Bruno évoquait le côté collaboratif. Il y a aussi, il me semble que dans l'étude E2Open, il y a aussi le côté justement échange de données sur l'ensemble de la supply chain qui ressort aussi. Clairement, la digitalisation requiert de la donnée, par définition. À partir de là, il faut être sûr de pouvoir communiquer. Et donc les moyens de collaboration et d'échange avec l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise vont être un levier essentiel de la réalisation de cette intégration des fonctions. Et ce que je voudrais rajouter par rapport au-delà de la dimension outils, et aujourd'hui les outils sont disponibles avec un niveau d'intégration qui est vraiment maintenant extrêmement avancé. Ce que le e-commerce et les crises qu'on vient de traverser ont montré, c'est que ça crée une énorme pression et un énorme besoin de transformation sur les hommes, sur les équipes, qui n'a pas été forcément totalement anticipé. Et ça crée des besoins de mutation ou de changement de mode de réflexion dans les organisations supply, dans les directions générales, pour vraiment aller jusqu'à faire le dernier pas, qui est de dire oui, la supply, ce n'est pas simplement un élément d'exécution, c'est un élément fondateur de l'entreprise et c'est ça qui va lui permettre de fonctionner de manière optimale. Et donc, ça a mis la supply sur le devant de la chaîne, on l'a vu tous les jours à la télé. Oui. Et c'est la même chose. Ça, c'est dans le grand public, mais là, il faut que maintenant qu'on voit ça dans les entreprises. Ça diffuse dans les entreprises et ça fait partie des chantiers qui sont en cours, de monter en même temps le niveau d'exigence et la prééminence de la supply dans l'organisation de l'entreprise et d'avoir les solutions digitales qui vont permettre d'outiller ça. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer traiter du digital à la main, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que l'ensemble des éléments, la partie humaine, la partie organisationnelle et la partie système évoluent de pair. Ok, bon. Ça a permis de rendre un peu plus sexy la supply en tout cas. Parce que ce n'était pas un secteur qui était très très attirant. Et en termes de recrutement, c'était assez compliqué. Et là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec les derniers MBA qui ont été créés par les grandes écoles que ça a eu un succès phénoménal. Ah oui, même là en termes de recrutement. En termes de recrutement, aujourd'hui, c'est très très compliqué de recruter aujourd'hui des bons profils. En tout cas, dans le domaine de la supply, le marché est très très tendu. Et comme je le disais, en fait, il y a de grandes écoles aujourd'hui qui ont fait un MBA plus 6, plus 7 sur le domaine de la supply justement. Et ils ont aspiré tous les talents, et si bien que les autres MBA se sont retrouvés un peu seuls, quoi. Voilà, donc ça veut dire que cette crise a aussi permis de rendre visible un des maillons importants de notre organisation aujourd'hui, et qui fait que ça a pu sexiser, si vous me permettez le terme, en tout cas, le métier de la supply chain. Et je pense que c'est important. On n'a jamais autant parlé des transporteurs, des chauffeurs que depuis ces derniers mois. Voilà. Ok, bon, on termine sur cette note d'espoir alors. Merci beaucoup. Merci. À vous quatre.